La mondialisation et le développement des émergents a provoqué une globalisation de plus en plus poussée de l'économie internationale. Les économies nationales se sont interpénétrées, les chaînes de valeur se sont intégrées. Pour autant, la multiplication des crises a révélé un besoin croissant de coordination entre les zones économiques, entre les pays et entre leurs monnaies. Alors, l'économie mondiale peut-elle continuer de fonctionner comme un navire sans capitaine? Jean-Marc Siroën, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Siroën, vous êtes économiste, vous êtes professeur à l'Université Dauphine, vous êtes spécialiste en économie internationale. Alors, pendant des années, on a voulu déréguler, on a voulu croire que les marchés pouvaient fonctionner de façon autorégulée, et pourtant on s'aperçoit que l'autorégulation, ça ne marche pas. Il faut bien des instances de coordination. Oui, et notamment les marchés mondiaux, une dérégulation des marchés mondiaux. On a cru que les marchés mondiaux pouvaient faire cette régulation. Alors bien sûr, ça ne marche pas très bien, pas dans tous les domaines, et notamment les crises économiques sont le fait de dérégulation, d'États qui restent en rivalité, en concurrence, et qui peuvent avoir des actions qui finalement conduisent à des crises sans règles pour les éviter ou les prévenir. Alors le problème que vous posez, c'est le problème du capitaine du navire. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il est nécessaire, voire indispensable, d'avoir un pays hégémonique pour imposer une coordination des économiques? C'était la position de l'économie de Charles Kindleberger. Oui, Charles Kindleberger expliquait notamment la crise de 1929 par l'absence de puissance hégémonique. La Grande-Bretagne n'avait plus les moyens et les États-Unis ne le voulaient pas. Alors, bien sûr, lorsqu'on regarde l'histoire, l'histoire a toujours été dominée par des plus grandes puissances. Est-ce que c'est la seule forme de régulation possible? On a beaucoup cru aux organisations internationales. Le système de Bretton Woods est l'illustration de cette idée que Imposée par les États-Unis. Imposée par les États-Unis. Que les organisations internationales, après avoir été imposées par les États-Unis, pourraient conquérir une certaine autonomie. Bon, l'expérience récente a montré les limites de cette croyance. On y reviendra certainement, mais les organisations internationales ont finalement joué un rôle mineur dans la résolution et le traitement des crises que l'on connaît depuis les années 70. Alors vous le disiez, les États-Unis ont imposé le système de Bretton Woods, et puis ils ont décidé de s'en débarrasser en 1971. Mais depuis, il y a eu la montée en puissance du Japon, il y a eu la montée en puissance de la Chine, il y a eu l'arrivée d'autres émergents. Est-ce que c'est possible à gérer? Est-ce que nous ne vivons pas une véritable crise de leadership? Non, c'est impossible à gérer. Aucun pays n'est prêt à sacrifier son intérêt individuel au profit de l'intérêt mondial. Donc un jour ou l'autre, des contradictions apparaissent. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était complémentaire. L'intérêt des États-Unis correspondait à l'intérêt, sinon du monde, du moins du monde occidental. Développer l'Europe, c'était aussi développer les États-Unis. C'est une période de l'histoire, mais le plus courant dans l'histoire, c'est que les intérêts des uns sont divergents et que pour soutenir l'économie mondiale, cela coûte cher à l'économie leader. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les États-Unis ont abandonné le système de Bretton Woods qui imposait une politique économique plutôt dépressive aux États-Unis et qui n'était plus acceptée par les États-Unis. Alors néanmoins, se sont mis en place des systèmes de coordination régionale. Je pense bien sûr à l'Union européenne et puis à la zone euro. Il y a aussi l'ANENA en Amérique du Nord, le Mercosur en Amérique du Sud, l'ASEAN en Asie du Sud-Est, la CEI. Tout ça, ça vient complexifier l'architecture du système mondial. Oui et non. Oui et non, parce qu'en réalité, la seule zone qui a un pouvoir régulateur élargi, c'est l'Union européenne. Et la zone euro, a fortiori, avec les difficultés que l'on connaît et avec un système de remise en leadership cause. interne tout de même. Avec un système qui a longtemps été un système de co-leadership entre la France et l'Allemagne, et qui est de plus en plus effectivement un système de leadership plus marqué au profit de l'Allemagne. Les autres zones que vous citez sont des zones de libre-échange qui fonctionnent plus ou moins bien, assez bien pour l'ALENA, moins bien pour le Mercosur, mais ça s'arrête là. Ça ne va pas plus loin que des tarifs douaniers un peu plus bas qu'ailleurs.
et peut-être quelques règles en matière de commerce international. Donc il est difficile de parler de véritables zones d'intégration en ce qui concerne les autres zones. Donc l'Union européenne est pour l'instant l'exception qui confirme la règle. Alors quand on regarde justement cette architecture de coordination potentielle de l'économie mondiale, on a évoqué les zones de coordination, il y a aussi toutes ces organisations internationales qui ont été remises au premier plan avec les crises, et notamment la crise dite des qui a éclaté avec la crise des subprimes. Je pense au FMI, je pense à la Banque mondiale, à l'OMC. Quelle est leur efficacité pour gérer ces crises? Pas beaucoup. Pas beaucoup pour gérer les crises du type de celles que l'on a connues, crise des subprimes et crise bancaire, puisque le FMI a été créé pour soutenir les États, pas pour soutenir ni le marché financier, ni les banques privées. Donc en réalité, lors de la dernière crise, le FMI n'est pas intervenu, sauf lorsque la crise est devenue une crise de l'euro, où là, il a fallu aider et soutenir le gouvernement grec, le gouvernement portugais, le gouvernement irlandais. Mais sinon, le FMI, ce n'est pas le FMI qui a réglé la crise. La Banque mondiale n'a pas eu besoin vraiment d'intervenir davantage, puisque les pays émergents ont tenu le choc, ce qui n'était pas forcément attendu. Et en ce qui concerne l'OMC, certes, il n'y a pas eu de protectionnisme, je ne suis pas sûr que ce soit grâce à l'OMC, qui reste englué dans des négociations de Doha qui ne s'achèvent pas et qui ne sont pas prêtes de s'achever. Donc en fait, on se rend compte, et c'est ce que vous soulignez, que ce sont plutôt des structures informelles comme le G7, G8, le G20, qui gèrent les crises sous le coup de feu, en quelque sorte. Oui, le problème, c'est qu'elle les gère sous le coup de feu. C'est-à-dire qu'il y a eu des initiatives assez importantes qu'il ne faut pas négliger au début de la crise, plutôt du G20 d'ailleurs que de la part du G8, mais que depuis que les choses se sont stabilisées, il ne se passe plus grand-chose. Le G20 ou le G8 sont plus devenus des endroits où on va discuter de la Syrie et de l'Ukraine, ce qui est important, mais on va beaucoup moins parler d'économie. Donc le problème de ces structures plus informelles, eh bien, c'est qu'elles n'agissent que sous le feu, comme vous dites, dans une période chaude de crise, parfois sous la panique, avec une analyse plus ou moins juste. Alors justement, ces structures du type G20, on a sauvé le système financier mondial, mais sur le fond, on se rend compte que rien n'est réglé. On est aujourd'hui dans une fuite en avant dans la liquidité. Tous les pays se mettent dans une politique d'offre. On est dans une lutte généralisée pour la compétitivité qui provoque des problèmes de déficit de demande. On est plutôt dans un climat de guerre monétaire, de surenchère fiscale et sociale à l'heure actuelle. Oui, un des grands paradoxes d'ailleurs, c'est que la crise mondiale, qui normalement, d'après ce que l'on a dit, notamment sur la nécessité d'une coordination, aurait dû être réglée au niveau international, finalement les sauveurs de l'économie mondiale, ce sont les banques centrales nationales. Et c'est un des grands paradoxes, c'est que ce sont les banques centrales nationales, plus ou moins coordonnées, mais souvent moins que plus, qui ont finalement sauvé le système bancaire, sauvé le système financier. Mais néanmoins, comme vous le dites, les banques centrales n'arrivent pas à se sortir du soutien. Donc on est toujours dans la crise, puisque les banques centrales sont toujours dans une situation de politique de crise, de bas taux d'intérêt, ou de politique non conventionnelle dont on n'arrive pas vraiment à se débarrasser, même si les États-Unis devraient se contenter de taux d'intérêt faibles et d'abandonner ces politiques non conventionnelles. Donc ce sont quand même les politiques nationales qui dominent, mais avec d'énormes limites. C'est-à-dire que certes, on atténue les effets de la crise, mais la crise a maintenant 6 ans et on reste toujours dans une politique de crise. Et en même temps, on prépare la crise prochaine, puisque l'abondance de liquidités, la surenchère de liquidités, qui est en partie liée à la guerre des monnaies d'ailleurs, c'est-à-dire éviter que sa monnaie nationale s'apprécie trop par rapport aux autres monnaies, cette abondance de liquidités peut préparer une nouvelle crise spéculative qui risque de déboucher sur une nouvelle crise économique, puisque nos crises économiques sont en réalité des éclatements de bulles spéculatives. Mais une dernière question, Jean-Marc Siroën. On note en 2014 un ralentissement économique mondial, en zone euro, ralentissement en Chine, ralentissement dans les BRICS, au Brésil, en Russie, un petit peu partout, ralentissement du commerce mondial.
sauf à un endroit, aux États-Unis. Est-ce qu'on n'a tout de même pas l'impression que les Américains tirent toujours leur marron du feu? Ils tirent souvent leur marron du feu, mais rappelez-vous que dans les années 80, voire 90, le thème à la mode, c'était le déclin économique des États-Unis qui n'allait pas tarder à être rattrapé par le Japon. Donc les choses ne se sont pas passées Et après par la tout à fait comme Chine. ça. Et après par la Chine. Mais ça, pour la Chine encore, on ne peut pas dire si le pari va être réussi ou pas encore sur la Chine. Non, c'est vrai, je crois que les États-Unis, quoi qu'on en dise, restent de loin la première puissance, non seulement économique, mais également politique et surtout monétaire. Le dollar reste une arme importante. Encore 90% des transactions sur les marchés mondiaux se font en dollars, y compris dans la zone asiatique, où la monnaie chinoise a un rôle tout à fait marginal. Les réserves sont encore largement en dollars. L'euro a une place importante, mais qui ne fait que reprendre la place qu'avait le Deutschmark ou le florin néerlandais autrefois. Donc c'est une puissance qui reste forte et qui peut se permettre de financer des endettements, de financer ses déficits par l'épargne mondiale, et donc une capacité de relance de son économie que n'a certainement pas la France, voire l'Allemagne aujourd'hui. Jean-Marc Siroën, je vous remercie pour ces explications. Merci beaucoup.